Avant que le premier titre de presse ne vienne lui imposer un cadre, l'Iran était déjà tout autre chose. Quelque chose de plus ancien, de plus stratifié et infiniment plus difficile à réduire à une image unique ou à une saison de tension. Il est facile de croire que l'on comprend un pays quand on en a absorbé suffisamment de cycles d'information, quand les mêmes photographies se répètent et que les mêmes formules s'accumulent jusqu'à former une sorte de certitude qui, sinon, paraît du moins familière. Mais la familiarité n'est pas la connaissance. Et ce que la version familière de l'Iran a toujours laissé de côté est précisément ce qui le rend irréductible. Car quelque part, au-delà de la portée de ses manchettes, au-delà du bruit de sa politique et de l'énergie incessante de ses villes, l'Iran préserve en silence quelque chose que le monde a simplement oublié de chercher. Quelque chose qui n'apparaît dans aucun rapport, ni aucune émission, qui ne peut être saisi à distance, ni comprimé en une légende. Quelque chose qui se déplace, lentement et avec une absolue détermination, à travers les mêmes cols de montagne depuis plus de 3000 ans. Dans une chaîne de montagnes qui s'étend plus loin que toute la côte de la Californie, vivent des gens qui n'ont jamais eu besoin d'une adresse fixe, d'un titre de propriété, ni d'une frontière pour savoir exactement où ils appartiennent. Des familles qui conduisent des dizaines de milliers d'animaux à travers des cols si étroits et si impitoyables que la marge entre la survie et la catastrophe se mesure à la direction du vent et à la qualité particulière de la lumière qui tombe sur une crête à 4 heures du matin. Ce n'est pas l'Iran des informations de dernière heure. C'est l'Iran qui existait bien avant que quiconque arrive pour le documenter et qui continuera d'exister longtemps après que le dernier observateur sera parti. Une civilisation qui n'a jamais bâti de palais, jamais revendiqué de trône, jamais laissé de monuments en pierre et qui pourtant a survécu à chaque empire ayant un jour tenté de tracer une ligne permanente à travers les montagnes au-dessus d'elle. Les monts Zagros s'étendent sur plus de 1600 km à travers l'ouest et le sud-ouest de l'Iran. Un système plissé de crêtes calcaires, de hautes vallées et de rivières saisonnières qui comprime plusieurs zones climatiques en un seul voyage vertical. Les sommets s'élèvent au-dessus de 4200 mètres, les vallées descendent vers des basses terres chaudes et semi-arides où l'air est lourd et immobile. L'écart de température entre le sommet et la plaine peut dépasser 40 degrés Celsius en une seule journée de descente. Une transition si radicale qu'elle ressemble moins à la traversée d'une région qu'à celle d'un continent tout entier. C'est un paysage qui ne tolère aucun confort à un point fixe, seulement à la bonne altitude, dans la bonne saison, maintenu le temps juste avant que l'équilibre ne bascule et que le mouvement ne redevienne nécessaire. Pour les nomades Qashqai et Bakhtiari, le Zagros n'est pas un terrain. C'est un calendrier vivant. La migration semi-annuelle suit une logique encodée sur des millénaires. Un ensemble d'instructions écrites non pas dans un texte, mais dans l'expérience accumulée de chaque génération qui a lu ces crêtes et en a réchappé. Monter à mesure que les températures grimpent, descendre avant que les cols ne se ferment. Les familles emportent tout avec elles, les tentes, les métiers à tisser, les provisions séchées et les agneaux nouveau-nés bercés sur le dos des chevaux et des mulets sur des routes mémorisées à travers des dizaines de générations. Il n'existe aucune carte écrite. La route est la mémoire, et la mémoire se transmet par le corps plutôt que par la page, non pas par l'instruction, mais par l'acte de fouler le même sol, année après année, jusqu'à ce que la terre elle-même devienne une sorte de boussole intérieure. Ce lieu n'est pas devenu un axe migratoire par hasard. Pendant plus de 3000 ans, le Zagros a servi de corridor à des vagues successives de cultures pastorales. Élamite, Mède, Achéménide, chaque génération héritant de la logique géographique de la précédente et y ajoutant ses propres affinements, son propre savoir durement acquis sur les cols à qui faire confiance et ceux à éviter quand le temps se retourne. Aujourd'hui, des routes goudronnées traversent les anciens cols selon des angles que les animaux ne peuvent pas emprunter en sécurité. Les itinéraires qui cheminaient jadis librement sur des centaines de kilomètres se fragmentent désormais contre une infrastructure conçue pour un tout autre type de mouvement. Un mouvement qui mesure la distance en heures plutôt qu'en saison, et n'a aucune notion du système vivant qui l'a interrompu. La chaîne de l'Alborz surgit brusquement du rivage de la mer Caspienne, véritable muraille volcanique de neige permanente et de forêts denses qui sépare le nord humide du sec plateau iranien avec une netteté qui, vue du ciel, semble presque architecturale dans son intention. En son centre se dresse le Damavand, stratovolcan endormi, culminant à 5610 mètres, visible par temps clair depuis près de 160 km. Ses versants nord reçoivent l'humidité transportée depuis la mer Caspienne, produisant des prairies et des sources froides biologiquement sans équivalent dans le Zagros méridional. Les herbes y sont différentes, l'air y est différent. La montagne n'appartient pas à ceux qui vivent le plus près d'elle, elle appartient entièrement à ceux qui savent calibrer leur arrivée au bon moment.
Les communautés nomades qui intègrent l'Alborz dans leurs déplacements saisonniers ne traitent pas le Damavand comme un simple repère, mais comme un signal. Un seuil d'altitude qui marque la fenêtre brève et irremplaçable d'abondance estivale dans les prairies de haute altitude, au-delà de la limite des arbres. Les troupeaux y broutent des herbes riches en minéraux qui constituent des réserves de graisse et de vigueur simplement introuvables à des altitudes plus basses. Des réserves qui soutiendront le troupeau tout au long du long travail de la descente et des semaines plus maigres qui suivent. Les femmes installent leur métier à tisser à l'ombre des contreforts du volcan, le rythme régulier du tissage continuant ici aussi, même en altitude, dans le bref intervalle entre une migration et la suivante. Des enfants qui n'ont jamais mis les pieds dans une école formelle apprennent la navigation, la médecine animale et la lecture du temps directement depuis le paysage, absorbant en une seule saison ce qu'aucune salle de classe n'a jamais su traduire adéquatement en langage. Les routes de l'Alborz étaient autrefois partagées entre des dizaines de communautés tribales dont les déplacements étaient coordonnés par des accords oraux couvrant plusieurs générations, un système de compréhension mutuelle aussi complexe et résilient que n'importe quel traité écrit. Le changement climatique démantèle aujourd'hui cette coordination par en dessous, travaillant silencieusement sur l'infrastructure de calendrier et de prévisibilité dont dépend l'ensemble du système. Le recul des glaciers a modifié le calendrier de la fonte des neiges printanières, décalant la fenêtre de disponibilité des prairies d'une façon que des décennies de savoir accumulés ne permettent pas toujours d'anticiper pleinement. Des tribus habituées à atteindre une altitude précise à une semaine précise trouvent désormais l'herbe soit déjà disparue, soit pas encore prête. La montagne est toujours là. Mais le rythme qu'elle maintenait jadis avec une constance fiable commence à dériver d'une façon qu'aucun savoir hérité n'a été conçu pour affronter. Si la montagne a enseigné la survie par le mouvement, le désert l'a enseigné par l'immobilité. Et ce qui a été bâti dans cette immobilité a survécu à presque tout ce que le monde moderne considère comme permanent. Yazd se trouve à la lisière du Dasht-e-Kavir, dans le centre de l'Iran, entouré de déserts sur 3 côtés et alimenté par un réseau de canaux d'eau souterrains. Les Khanats plongent sous la surface des cônes alluviaux qui descendent de chaînes de montagnes lointaines et acheminent les eaux souterraines jusqu'à la ville sur des distances pouvant atteindre une 50aine de kilomètres, entièrement par gravité, entièrement sans aucune intervention mécanique. Pas de pompe, pas d'autre source d'énergie que la lente et patiente inclinaison de la Terre elle-même. Les Khanats de la région de Yazd comptent parmi les infrastructures hydrauliques en fonctionnement continu les plus anciennes du monde entier, certains remontant à plus de 2000 ans, et ils ont rendu possible l'implantation permanente dans un paysage qui reçoit moins de 5 cm de pluie par an. 5 cm, en une année entière. La ville qui s'est développée autour d'eux est l'expression directe de cette contrainte, architecturalement façonnée à chaque échelle par le problème de la chaleur et la rareté de l'eau. Des tours à vent s'élèvent au-dessus des toits pour faire descendre l'air frais dans les espaces de vie souterrains. Des rues étroites s'orientent contre le soleil pour générer leur propre ombre. La densité d'intelligence matérielle consignée dans la pierre et la brique de terre ici représente des milliers d'années de savoir accumulés sur l'art de survivre à la chaleur, sur la façon de bâtir une vie à l'intérieur de conditions qui cherchent activement à l'empêcher. Chaque mur, chaque ruelle, chaque pièce souterraine est la réponse à un problème que le désert pose depuis des millénaires. Pour les communautés nomades, dont les routes de migration croisent la ceinture des Khanats, Yazd et les établissements qu'elle ancre représentent une autre forme d'adaptation au même défi fondamental. Non pas l'intelligence mobile du pasteur, qui survit en ne restant jamais trop longtemps au même endroit, mais l'intelligence fixe du bâtisseur, qui survit en s'enfonçant en profondeur, en investissant dans la permanence comme contrepoids à l'indifférence du désert. Deux réponses entièrement différentes au même paysage impitoyable, chacune cohérente dans ses propres termes, chacune incomplète sans l'autre. La relation entre ces deux systèmes, le mobile et l'enraciné, n'a jamais été simple ni tout à fait confortable. Les nomades échangeaient laine, produits laitiers et bétail contre les établissements alimentés par les Khanats. Les communautés sédentaires échangeaient céréales, outils et accès au marché contre les troupeaux des pasteurs. Chaque système dépendait de l'autre d'une façon que ni l'un ni l'autre n'admettait pleinement. Une dépendance mutuelle inscrite dans la structure même du paysage plutôt que dans quelque accord formel. Ce que la ceinture des Khanats démontre, aux côtés des routes de migration nomades qui la longent, c'est que le désert n'a pas produit une seule forme d'intelligence en réponse à ses exigences, mais au moins deux. Et que toutes deux sont aujourd'hui sous pression dans un monde qui a décidé, avec une remarquable assurance, qu'il n'avait plus besoin d'aucune d'elles. L'extraction des eaux souterraines abaisse la nappe phréatique dont dépendent les Khanats.
L'emploi urbain attire les jeunes, loin à la fois des routes pastorales et de l'entretien des canaux. Le savoir nécessaire pour maintenir l'un ou l'autre système n'est pas du genre qu'on peut retrouver dans un manuel ou télécharger depuis un serveur. Le haut plateau de Shahar Mahal et Bakhtiari s'ouvre entre 1980 et 2400 mètres d'altitude chaque mois de juin, ces prairies émergeant de la neige fondue en une floraison brève et dense qui dure peut-être 8 semaines avant que le froid ne revienne et que la fenêtre ne se referme pour une autre année. Le plateau est vaste, riche en minéraux et biologiquement généreux, précisément dans la fenêtre que la migration est conçue pour atteindre. Après des semaines de traversées difficiles dans les hauts cols, les animaux étirés aux limites et les familles avançant sur des réserves d'endurance accumulées au fil de nombreuses saisons, la colonne nomade arrive ici et, enfin, ralentit. Les animaux se dispersent dans l'herbe, les tentes s'élèvent, quelque chose qui n'est pas tout à fait le repos, mais qui en est ce que cette vie peut offrir de plus proche, commence. La construction du campement, le siat chador, la tente noire en poil de chèvre, suit une logique spatiale affinée par des générations de savoirs accumulés sur le drainage, la direction du vent et la rotation du pâturage. Un village surgit sur un terrain vide en moins d'une heure, agencé non pas au hasard, mais selon une configuration qui reflète la hiérarchie sociale et l'organisation fonctionnelle de toute la communauté. La tente de l'ancien au centre, l'accès à l'eau positionné d'un côté, l'enclos à bétail placé pour éviter toute contamination de la zone de repos sous le vent. Le village naît sur une terre nouvelle, pleinement formée en un seul matin, portant dans son agencement la mémoire comprimée de chaque campement qui l'a précédé. À l'intérieur, la vie fonctionne selon une division du travail affinée par la nécessité jusqu'à une précision qui ne laisse rien au hasard. Les femmes tissent sur des métiers à tisser horizontaux posés à même le sol, produisant les kilim et les tapis à points noués dont les motifs géométriques consignent le vocabulaire symbolique de la tribu dans un langage visuel qui n'exige aucune traduction au sein de la communauté. Chaque motif est un énoncé condensé sur le paysage, la cosmologie et l'identité, portant un sens qui est structurel plutôt qu'ornemental. Les hommes gèrent les troupeaux, évaluent la capacité de charge du plateau avec l'œil exercé de gens qui comprennent le surpâturage comme une menace existentielle plutôt que comme une préoccupation abstraite, et commencent à préparer la descente qui viendra bien avant que quiconque ne soit prêt à l'affronter. Le plateau est trésor, atelier et calendrier social à la fois. Dans 6 à 8 semaines, il sera entièrement abandonné. Les tentes pliées, les métiers rangés, le sol rendu à l'herbe comme si le village n'avait jamais existé. Comme si une communauté entière n'avait été là qu'en passant, à la manière du temps qu'il fait. Le lac Namak et le désert de sel du Dasht Kavir occupent le centre géographique du plateau iranien. Des milliers de kilomètres carrés de plaques minérales cristallisées, de lits de lacs asséchés et de marais salants épars où les températures estivales dépassent 40 degrés Celsius et où la surface reflète le ciel avec une platitude si complète et si ininterrompue que l'horizon ne recule pas tant qu'il cesse simplement d'exister. C'est un paysage qui semble, par toutes ses apparences visibles, exclure la vie. Presque rien ne pousse ici, presque rien ne se déplace ici en été. Le désert n'offre aucune invitation visible, aucun trait qui suggère la possibilité d'un usage. Et pourtant, les marges du Kavir ont été intégrées au système de ressources nomades d'une façon qui transforme la caractéristique la plus hostile du désert en atout biologique d'une valeur considérable. Les dépôts minéraux exposés le long des bords des lacs asséchés, sodium, magnésium et oligo-éléments entièrement absents des pâturages de haute altitude, sont précisément ce dont les corps des animaux ont besoin après des mois à pâturer sur les herbes d'altitude. L'herbe en hauteur est riche en protéines et en énergie, mais elle est incomplète. Les plaques de sel fournissent ce que les prairies de montagne ne peuvent pas donner. Les pasteurs qui font passer leur migration par les marges du Kavir retrouvent leurs troupeaux dans un état sensiblement meilleur que ceux qui ont contourné les zones salines, des animaux plus lourds qui récupèrent plus vite et qui affrontent la prochaine traversée difficile avec une plus grande résilience. Ce n'est pas une découverte issue d'une étude scientifique systématique, c'est une découverte empirique, issue de centaines de générations, à travers l'observation silencieuse et répétée que les animaux qui recherchaient les dépôts de sel étaient en meilleure santé que ceux qui ne le faisaient pas, et que les troupeaux des familles qui intégraient les marges salines dans leur route surpassaient régulièrement ceux qui empruntaient le chemin plus court. Ce savoir n'est écrit nulle part. Il existe dans la décision de choisir quel itinéraire emprunter, dans les petits choix pratiques qui inscrivent une compréhension écologique sophistiquée à l'intérieur de l'acte apparemment anodin de décider où poser les pieds.
À mesure que les jeunes générations délaissent de plus en plus les routes passant par les marges salines au profit de routes plus rapides, ce savoir n'est pas archivé, ni préservé, ni traduit sous quelque autre forme que ce soit. Il n'est simplement plus appliqué. Et en cessant d'être appliqué, il cesse silencieusement d'exister. Firuzabad est niché dans une dépression topographique de la province du Fars, encerclée par des crêtes sur 3 côtés et ouverte au sud-est dans une configuration qui piège la chaleur, dévie les vents froids du nord et entretient un microclimat sensiblement plus doux que tout ce qu'offre le paysage environnant. Entre novembre et mars, le fond du bassin retient l'humidité des pluies hivernales, gardant le sol souple et l'air plus clément que le plateau en surplomb. Les agneaux naissent ici au début du printemps, leur calendrier calibré par des mois de gestion attentive pour s'aligner sur les premiers pâturages fiables, arrivant dans un monde qui est tout juste, et non accidentellement, prêt à les accueillir. La lumière hivernale est ici basse, dorée et longue, tombant sur le fond du bassin selon un angle qui rend les choses ordinaires lumineuses. C'est ici que la vie nomade se consolide. Les femmes travaillent à leur métier tout au long des mois d'hiver, et la création des motifs qui animent la tradition du tapis Qashqai prend place ici, dans cette lumière précise, durant ces semaines précises, quand le mouvement s'est momentanément arrêté et que les mains ont le temps de faire ce que le mouvement leur interdit. Les tapis ne sont pas décoratifs dans leur origine, ce sont des archives. Les routes de migration y sont encodées en abstraction géométrique, les territoires tribaux marqués en couleurs, les croyances cosmologiques tissées dans les motifs répétés des bordures. Ils portent sous forme visuelle condensée tout le système de connaissances d'une communauté qui n'a jamais consigné son histoire d'aucune autre façon. Ils sont aussi, concrètement, des réserves économiques. Un tapis représente des mois de travail et une valeur matérielle considérable. Une richesse portable qui peut être convertie sur les marchés des basses terres en céréales, en outils ou en fournitures vétérinaires que la sécheresse ou la maladie ont soudainement rendu nécessaires. Le métier à tisser n'est pas séparé de la migration. Il en est l'un des instruments. Firuzabad est aussi le lieu où la vie religieuse de la communauté trouve son expression la plus profonde pendant l'hiver. La pratique de l'islam chez les Qashqai est façonnée par une sensibilité soufie, une orientation vers le divin qui trouve son foyer le plus naturel, non pas dans les mosquées, mais dans le ciel à découvert, dans le silence du bassin après la tombée de la nuit, dans l'appel à la prière qui s'élève dans un vide trop vaste et trop patient pour être réduit à de l'architecture. Il ne sépare pas le sacré du paysage. Pour ces communautés, les deux ont toujours été continus, l'un se trouvant le plus pleinement à l'intérieur de l'autre. Le Lorestan occupe une zone de transition dans les hautes terres du Zagros central et septentrional, là où la montagne commence à s'adoucir en plateaux ondulés, où l'altitude est suffisamment élevée pour offrir des pâturages d'été frais, mais suffisamment basse pour rester accessible plus tôt dans la saison que les sommets plus au sud. Le paysage y est caractérisé par de larges vallées qui s'ouvrent entre des crêtes calcaires, des zones humides saisonnières alimentées par la fonte des neiges et une mosaïque de chênaies et de prairies ouvertes qui crée un ensemble biologique capable d'accueillir simultanément plusieurs communautés d'éleveurs sans la pression sur les ressources qu'engendre inévitablement un terrain plus élevé et plus étroit. C'est un paysage fait pour la convergence plutôt que pour l'isolement, façonné par la géographie en un lieu où des routes séparées se rejoignent naturellement. La pause au Lorestan n'est pas un repos. C'est l'intervalle logistique pendant lequel l'économie nomade conduit ses affaires les plus concentrées et les plus visibles. Des tribus qui convergent depuis différents cols et se dirigent vers des destinations différentes se croisent ici dans la brève fenêtre entre la fermeture des pâturages d'hiver et l'ouverture des pâturages d'été. Et dans ce chevauchement, toute la complexité d'une société sans capital fixe devient visible. Ils échangent du kashk, le yaourt fermenté concentré qui sert d'équivalent nomade des protéines conservées, ainsi que de la laine, des plantes médicinales et des informations détaillées sur les conditions qui règnent sur les routes à venir. Les mariages se négocient ici. Les différends accumulés au fil d'une saison de séparation se règlent ici. Les alliances se renouvellent et parfois se fragilisent. La géographie politique de l'Iran moderne a imposé de nouvelles complications à cette convergence ancienne. Les frontières provinciales, les structures de redevance de pâturage et les réglementations sur l'utilisation des terres divisent désormais un territoire que le système migratoire traite comme un espace unique et continu. Une famille dont la route ancestrale traverse 3 districts administratifs modernes peut avoir besoin de permis séparés pour chacun, délivrés à des tarifs calibrés entièrement selon une logique d'économie sédentaire qui n'a aucune compréhension fonctionnelle du mouvement pastoral et aucune raison particulière d'en acquérir une. Le Zagros ne se livre pas à ceux qui s'y aventurent sans préparation.
S'étirant sur plus de 1450 km le long du flanc occidental de l'Iran, cette antique colonne vertébrale de roches fracturées et d'altitudes taillées par le vent n'est pas un décor ni une toile de fond. C'est une force active. Une force qui façonne silencieusement ceux qui y vivent depuis plus longtemps que la plupart des civilisations n'ont existé sous quelque forme que ce soit. Ici, à des altitudes où l'air se raréfie et où les saisons basculent sans prévenir, des communautés entières ont organisé leur existence autour d'un principe que le monde moderne a presque entièrement oublié, que la survie n'appartient pas à ceux qui tiennent leur position, mais à ceux qui savent exactement quand la quitter. Ce qu'on perçoit, si l'on a la chance d'être présent, n'est ni la pauvreté, ni une mise en scène arrangée pour un regard extérieur. C'est la précision. Avant que la vallée en contrebas n'ait capté sa première lumière matinale, les tentes noires en poils de chèvre sont déjà en train d'être démontées, pliées avec cette économie de gestes que seuls des siècles de répétitions quotidiennes peuvent produire, chargées sur des chameaux et des mulets qui avancent sur le schiste friable sans hésitation, sans le moindre signe qui pourrait être interprété comme de l'incertitude. À leur côté marchent les animaux autour desquels cette famille a tout construit, tout ce qu'elle possède et tout ce qu'elle sait. Des moutons élevés pour la viande et la laine, des chèvres traitent chaque matin pour le lait fermenté qui soutient des semaines de traversée en haute altitude. Leur duvet de cachemire représente la majeure partie du revenu monétaire que le foyer verra au cours d'une année entière. Ces animaux ne sont pas du bétail au sens que le monde extérieur a fini par donner à ce mot, impliquant quelque chose de passif et de remplaçable. Ils sont l'archive, la monnaie et la raison pour laquelle cette famille est encore là, encore en train de franchir les mêmes cols que ses grands-parents ont franchis, encore en train de lire la montagne avec la même attention et la même confiance, encore à s'en remettre à un ciel qui, à travers toutes ces générations, ne leur a jamais donné une mauvaise réponse. Semirom se trouve au confluent de plusieurs grandes voies de passage nomades dans les hautes terres du Zagros, un système de vallées qui canalise le mouvement depuis les hauts cols vers les plaines des basses terres, offrant abri, eau et suffisamment de terrain plat pour accueillir la densité de gens et d'animaux qu'exige le commerce en transit. Le paysage ici n'est pas spectaculaire, les crêtes sont basses, l'herbe sèche, la lumière plate et patiente. Son importance est entièrement relationnelle. Elle compte par sa position au sein du système plus large du mouvement, non pas par ce qu'elle offre quand on la considère isolément. Ce qui se passe à Semirom, c'est l'économie informelle de la vie nomade exprimée dans sa forme la plus concentrée et la plus visible. Le règlement des dettes contractées lors des saisons précédentes, la négociation des droits de pâturage pour les routes qui s'étendent devant, l'embauche de bergers supplémentaires pour les passages les plus difficiles, le transfert d'animaux entre familles dont les calendriers de migration ont divergé et qui doivent redistribuer leurs actifs vivants en conséquence, rien de tout cela n'est consigné dans un registre administratif. Rien ne génère une trace écrite ni un enregistrement numérique. Tout fonctionne à travers la mémoire, à travers la qualité des relations construites au fil d'une vie entière et à travers une réputation accumulée non pas sur des années, mais sur des générations. La parole d'un homme à Semirom porte le poids de la parole de son père et de celle de son grand-père avant lui, se prolongeant en arrière dans le temps selon une chaîne de responsabilités qu'aucun contrat écrit n'a encore réussi à reproduire dans sa profondeur ni dans sa fiabilité. Cette économie de confiance commence à se fissurer à ses articulations générationnelles. Des jeunes hommes qui ont séjourné dans les villes reviennent à la migration avec d'autres représentations de la façon dont les accords doivent être formalisés, dont les conflits doivent être résolus et dont la propriété doit être définie et protégée. Les systèmes oraux qui ont géré l'allocation des ressources à travers des réseaux de migration complexes et enchevêtrés pendant des siècles n'ont jamais été conçus pour être expliqués à des étrangers ni traduits en langage bureaucratique. Ils ont été conçus pour être habités dès la naissance, absorbés par la participation avant de pouvoir jamais devenir l'objet d'une réflexion consciente. Et c'est précisément ce qui les rend impossibles à simplement transcrire et préserver. La plaine du Khouzestan s'étend à travers les basses terres du sud-ouest de l'Iran en direction du golfe Persique. Un paysage alluvial vaste et plat, alimenté par le Karun, le Dez et le Karké qui descendent du Zagros, déposant leur charge de limon sur la plaine alluviale en couches annuelles qui construisent le potentiel agricole de ces terres depuis des milliers d'années. Les hivers y sont doux, les inondations saisonnières déposent de nouvelles couches de riches sédiments qui produisent des herbes hivernales denses, là où quelques mois plus tôt seulement, le sol était trop sec et trop dur pour soutenir le pâturage à quelque échelle significative que ce soit. Le paysage n'est pas de ceux qui s'annoncent avec éclat.
Il est horizontal et brumeux, ponctué par les lignes des rivières et avec une fréquence croissante par les infrastructures de l'une des plus grandes régions pétrolières de l'Iran. Le contraste entre les troupeaux nomades qui traversent la plaine alluviale et les installations d'extraction pétrolière visibles à l'horizon n'est pas une métaphore construite à dessein, il est littéral. Il est visible. Et il est entièrement sans résolution, une collision de deux économies différentes occupant le même espace sans aucun cadre pour négocier entre elles. Pour les communautés nomades qui achèvent la longue descente depuis le Zagros, le Khouzestan est l'intervalle de convalescence, le lieu où les animaux épuisés par des centaines de kilomètres de terrain exigeant peuvent enfin se disperser sur l'herbe abondante de la plaine hivernale et retrouver la condition dont ils auront besoin pour le voyage de retour. Les bergers gèrent la plaine alluviale avec la même précision qu'ils apportent à chaque autre étape de la migration, déplaçant les troupeaux entre les sections pour éviter le surpâturage, surveillant l'état physique du troupeau avec l'attention exercée de gens pour qui la condition d'un animal n'est jamais une préoccupation secondaire, et amorçant les préparatifs discrets du retour vers le nord qui commencera en mars. Il n'y a pas d'oisiveté hivernale ici. Maintenir un troupeau viable sur l'ensemble d'un cycle migratoire est un travail technique continu, exigeant une attention soutenue à chaque étape, et l'intervalle au Khouzestan ne fait pas exception à cette exigence. Les pressions sur les usagers nomades de la plaine se sont intensifiées de façon marquée au cours des dernières décennies. L'expansion agricole a converti d'anciennes terres de pâturage hivernal en champs cultivés. Le développement industriel a clôturé des territoires supplémentaires. La sécheresse a réduit la fiabilité des rivières qui garantissaient jadis la productivité hivernale de la plaine avec une régularité sur laquelle les familles pouvaient planifier. Des familles qui arrivaient autrefois pour trouver l'herbe déjà établie et qui les attendaient, arrivent maintenant pour trouver la terre soit occupée par une autre revendication, soit simplement insuffisante pour les effectifs qu'elles amènent. L'Iran est un pays qui, selon toute mesure moderne d'avantage géographique ou de stabilité politique, n'aurait pas dû produire ce qu'il a produit. Et pourtant, ces familles nomades ont traversé les mêmes cols de montagne pendant plus de 3000 ans sans une seule carte écrite pour les guider. Ces canaux d'eau souterrains ont survécu à chaque empire qui a tenté de gouverner la terre qui les surmonte. Et le savoir de comment survivre à des conditions qui mettraient en échec la majeure partie du monde n'a jamais été mis par écrit, jamais institutionnalisé, jamais transféré dans aucun système conçu pour le préserver, indépendamment des gens qui le portent. Il n'a été tenu que dans les corps, dans les routes et dans le poids de la parole d'un homme à un carrefour qui n'apparaît sur aucune carte officielle et qui fonctionne comme un centre de confiance depuis plus longtemps que la plupart des villes du monde n'ont existé. À mesure que le dérèglement climatique démantèle la prévisibilité sur laquelle la civilisation sédentaire a été construite, l'intelligence encodée dans les routes de migration nomade de l'Iran commence à ressembler moins à une tradition en voie de disparition et davantage à un aperçu de ce que la survie va exiger de nous tous. Ces communautés n'ont pas attendu que l'avenir arrive, elles y vivent déjà, naviguant dans des conditions que le reste du monde commence seulement maintenant à reconnaître comme les siennes.